Bonjour à tous, il est 18 heures, donc on va commencer ce deuxième grand round de l'ACHBT. Le premier nous avait conduit à Rennes avec une thématique pancréatique. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, dans l'équipe du professeur Le Surtel et Mabru, pour parler hépatocarcinome. Et nous avons comme expert le professeur Daniel Cherki. Donc, je les remercie tous pour participer à cette session. Je vais donner la parole à Michael qui va nous présenter notre orateur du jour. À toi, Michael. Merci Fabrice, bonjour à tous. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir ici à l'hôpital universitaire de la Croix-Rousse qu'on accueille ce second grand round autour de le carcinome hépatocellulaire dans le contexte de cirrhose. Et c'est notre assistant Sherban Puanegulescu qui va nous présenter le dossier. Sherban est avec nous comme assistant depuis novembre 2020 et il est en cours de spécialisation en chirurgie hépatobiliaire et transplantation hépatique. Et pendant le déroulement de ce dossier, eh bien, nous ferons intervenir Daniel Cherki de l'hôpital Paul Brousse, qui a eu la gentillesse de bien vouloir être expert sur ce dossier et de nous donner son avis et de favoriser la discussion. Voilà, Sherban, c'est à toi. Merci beaucoup. Juste un petit rappel avant de débuter. Vous pouvez poser vos questions sur le chat et je me chargerai de faire le relais auprès de nos orateurs. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Super, je vais démarrer. Donc, ce soir, je vais présenter un cas du cirrhose NASH compliqué d'un CHC unique. C'est un patient qui est né en 56, qui présente des antécédents d'obésité, diabète non insulino-dépendant, colique néphrétique et cardiomyopathie stentée avec infarctus. Mon traitement, il prend du cardégique, Amlor, metformine, pas d'antécédents familiaux significatifs. Alors, c'était un patient qui est suivi depuis 2 ans pour une cirrhose NASH découverte fortuite lors d'une cholestectomie pour lithiase vésiculaire symptomatique. Alors, il s'agit d'une cirrhose compensée, Tchalda, MEL8, jamais eu de décompensation, pas d'hypertension portale. Il s'agit d'un patient groupe A, CMV+, qui est vacciné contre l'hépatite B avec un taux d'anticorps protecteur. Mise en évidence sur l'imagerie du suivi de 2 nodules, un à la jonction 7-8 de 22 mm, confirmé d'être un CHC, et un nodule suspect hyperartérialisé infracentimétrique au niveau du segment 8. La phosphatidylprotéine reste normale à 5. Alors, sur la phase artérielle, on met en évidence le nodule du segment 8 hyperartérialisé et le nodule du segment 7-8 qui est aussi hyperartérialisé. Sur la phase veineuse tardive, on ne met pas en évidence un washout évident au niveau du nodule du DOM du segment 8. Par contre, washout évident du nodule du segment 7-8 avec une couronne qui prend le contraste. Pour rappeler les images, alors à gauche, la séquence artérielle avec le nodule et à droite, la séquence veineuse tardive avec la couronne qui prend le contraste et le washout du nodule principal. En ce qui concerne le diagnostic et le suivi du carcinome hépatocellulaire, il y a toujours une supériorité de la résonance magnétique hépatique versus le CT injecté avec une sensibilité qui est le double par rapport au CT injecté, surtout pour des lésions qui dépassent 2 cm. On va utiliser le score LIRADS des radiologues pour caractériser les 2 nodules. Alors, pour le premier nodule, celui qui est infracentimétrique au niveau du segment 8, alors s'il s'agit d'un nodule infracentimétrique qui est hyperartérialisé, qui ne présente pas d'autres caractéristiques du CHC, alors il est suspect, mais on n'a pas tous les éléments pour affirmer qu'il s'agit d'un CHC, alors on ne le prend pas en compte. Par contre, au niveau du nodule du segment 7-8, c'est un LR5, alors il présente toutes les caractéristiques d'un CHC, c'est un CHC confirmé. Il y a plusieurs algorithmes qu'on utilise pour traiter le carcinome hépatocellulaire. Le plus connu et le plus utilisé, c'est l'algorithme qui a été proposé par la clinique de Barcelone
On utilise surtout l'algorithme en Europe. Bon, notre nodule, alors il s'agit d'un patient qui a un très très bon état général, qui a un nodule unique avec une fonction hépatique préservée. Il faut lui offrir un traitement curatif, soit une hépatectomie, soit une transplantation, soit une ablation. Bon, la greffe hépatique, dans un monde idéal, ce patient qui a un bon état général, qui est jeune, qui présente un nodule unique du CHC, devrait être transplanté. La transplantation reste le traitement optimal du carcinome hépatocellulaire. Parce que ça offre une hépatectomie totale avec une résection tumorale R0. Et deuxièmement, ça offre le traitement du foie sous-jacent, de la cirrhose sous-jacente, qui est le facteur pronostic péjoratif du récidive. Par contre, la vraie vie, on a une pénurie de greffons. Chaque année, 2,4 receveurs sont inscrits pour un greffon en France. Et pendant tout ce temps, il faut maîtriser le risque du récidive. Alors, pour avoir un patient proposé pour une greffe hépatique, il faut avoir une survie supérieure ou égale à 70% à 5 ans, avec un risque de récidive inférieur à 15%. En 1996, l'équipe milanaise du professeur Mazzaferro offrait des critères de départager des patients avec un CHC sur cirrhose pour obtenir un résultat oncologique optimal avec une survie aussi optimale. En transplantant seulement des patients avec un CHC unique, moins de 5 cm, ou un CHC multiple, maximum 3 nodules de moins de 3 cm, pas d'envahissement vasculaire, ils avaient une très bonne survie, 75% à 4 ans, avec un taux de récidive à 10%. En France, depuis 2013, l'Agence de biomédecine a remplacé les critères du Milan par le score alpha-fetoprotéine. Le score alpha-fetoprotéine rajoute aux critères morphologiques qui étaient déjà présents dans les critères de Milan le dosage de ce marqueur de l'alpha-fetoprotéine, qui est un marqueur de pronostic négatif, ça veut dire qu'un patient qui présente un taux élevé d'alpha-féto a un gros risque d'envahissement micro- et macrovasculaire et des tumeurs plus différenciées par rapport aux patients qui ont un dosage du alpha-fétoprotéine normal. Le cutoff, c'est à 2. Alors, après avoir calculé les points de chaque item, des 3 items, en ayant un score entre 0 et 9, si on a un score égal ou inférieur à 2, un taux de récidive à 5 ans de 13,4, avec une survie à 70%, toujours à 5 ans. Par contre, si on dépasse 2, un score d'alpha-féto dépasse 2, on a un taux de récidive à 5 ans qui est très élevé, 45%, avec une survie nettement inférieure à 41%. Alors, depuis 2013, la France utilise ce score pour screener les patients qui peuvent bénéficier d'une greffe hépatique. C'est un score qui a été validé dans des cohortes internationales, surtout en Amérique du Sud, mais aussi en Europe, en Italie et aussi en Angleterre. Après avoir passé les critères d'alpha-fétoprotéine avec un score inférieur à 2, on peut procéder à inscrire le patient sur la liste d'attente nationale en utilisant la composante du score CHC-TNM2. Qu'est-ce que ça veut dire le score CHC-TNM2? C'est un score de CHC qui s'applique pour les tumeurs uniques avec une taille égale ou supérieure à 2 cm ou tumeurs CHC multifocales. C'est un score qui est initialement dépendant du MELD parce qu'on utilise une MELD d'entrée pour calculer le score initial. Et par contre, avec le temps, ce score devient indépendant du MELD et devient complètement dépendant du temps d'attente. Alors, tous les 3 mois, les patients bénéficient des points d'ancienneté pour avoir des valeurs compétitives après seulement 1 an et demi, 2 ans. Pourquoi on utilise ce score pour les patients en CHC? Parce que si on utilisait un score linéaire de gravité qu'on utilise pour la cirrhose décompensée, ces patients n'arriveraient jamais à avoir une greffe hépatique. Il faut compter qu'environ 90% des patients qui sont inscrits avec une tumeur TNM2 ont un ML moyen à 13. Alors, ces patients, si on avait un score linéaire, ils n'arriveraient jamais à avoir une greffe hépatique. Alors, le score CHC-TNM2, ce n'est pas un score de gravité, c'est un score d'équité.
Si on revient à notre patient, alors il a un MELD à 8, un MELD d'entrée à 8. Si on suit la courbe, il arrive à 660 points seulement après 12 ans. Et aussi la question qui se pose, déjà un temps d'attente qui est très très long avec 660 points, est-ce que les points vont être assez pour qu'ils soient greffés rapidement? La réponse est qu'on n'est pas du tout sûr. Alors on a opté de ne pas inscrire le patient pour une greffe hépatique. Pour résumer, on est devant un patient cirrhotique qui a une cirrhose compensée, qui a un très bon état général, qui a un nodule unique confirmé du CHC. On ne retient pas la transplantation hépatique d'emblée, étant donné le contexte du pénurie de greffons, le temps d'attente qui va être assez long, et aussi la possibilité d'avoir un traitement curatif alternatif possible, soit une hépatectomie, soit une ablation. Je vais laisser la parole au professeur Cherki pour ses commentaires éventuels. Bonjour, merci beaucoup. C'est extrêmement clair. On m'entend? Oui. Très bien. Bon, donc, effectivement, la particularité du carcinome hépatocellulaire, c'est qu'il y a plusieurs traitements possibles pour même parfois des tumeurs identiques. La deuxième chose, c'est que ça survient sur un foie cirrhotique qui lui aussi intervient par le MEL, comme vous l'avez dit, et éventuellement la décompensation de la cirrhose. Donc, dans le cas particulier, c'est pour ça que le BCLC auquel vous avez fait allusion, même s'il est critiqué, je pense à l'avantage d'exister, il est basé sur les données de la littérature, il est mis à jour régulièrement et c'est une bonne base de travail, même si elle peut être améliorée. Les chirurgiens étaient un peu frustrés de cette classification parce qu'elle mettait une part limitée à la chirurgie, mais la réalité, c'est que moi, je trouve que c'est utile. Donc, on est dans un early HCC, puisque c'est une tumeur unique de plus de 2 cm, elle fait 22 mm. La cirrhose est parfaitement compensée, le MELD est à 6, il n'y a pas d'hypertension portale. Et le point suivant est qu'il y a un second nodule qui effectivement fait moins de 10 mm, donc l'imagerie n'est pas diagnostique, d'autant qu'il n'y a pas de washout. Et cependant, on sait très bien que ces nodules-là sont des nodules qui seront probablement un carcinome hépatocellulaire un jour ou l'autre. Donc, on est, voilà, pour nous, donc on est dans un CHC qui peut relever de la résection, de la transplantation et effectivement de la destruction percutanée ou ablation. Et donc, notre tendance, c'est lorsque le CHC est multifocal, ou s'il y a une cirrhose même partiellement décompensée d'aller à la transplantation. Dans ce cas particulier, si on considère que le CHC est unique, on irait plutôt vers la résection, d'autant que le nodule est sous-capsulaire et qu'un nodule sous-capsulaire, pour nous, est un meilleur candidat à une résection qu'à une ablation. Le fait qu'il y ait un second nodule nous inciterait à le retirer également si on est capable de le trouver au cours de la chirurgie, et ce serait une chirurgie plutôt célioscopique. Voilà la façon dont on procède. Et bien sûr, le malade est surveillé. Et en cas de récidive, on l'amène à la transplantation. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Un point, alors quant à la greffe d'emblée, vous avez bien montré les limites de la greffe d'emblée. Je crois que on a vu que le score de Milan, qui est encore utilisé le plus fréquemment dans la plupart des pays du monde, hein, et score qui est marqué par le nombre et la taille des nodules, est un peu, il manque une part sur la biologie tumorale qu'apporte l'alpha-fétoprotéine. On peut être surpris qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour qu'une chose aussi simple que l'AFP soit utilisée. Toujours est-il que ce score est très utile. Il a également ses limites, mais il est très utile. Il permet d'aller au-delà de Milan et de même voir des malades qui sont dans Milan qui ont un mauvais pronostic. Et voilà. Donc, dernier point, on a fait un travail récemment, je pourrais passer la référence, qui a cherché à voir les malades qui avaient une récidive non transplantable après résection. Et on a trouvé 3 critères qui étaient 1, la cirrhose constituée, parce qu'il y a beaucoup de malades F3, par exemple, qui ont un CHC. 2, le caractère plus qu'un nodule, c'est-à-dire 2 ou 3 nodules, oligonodulaires, 4 nodules. Et le troisièmement, l'alpha-fétoprotéine supérieure à 100. Et quand il y avait 2 critères, on risquait de ne pas pouvoir transplanter le malade s'il récidivait. Donc, chez ce malade-là, qui a un seul critère, qui est finalement la cirrhose et la nodule unique, pas d'alpha-féto, c'est un bon candidat à un traitement local, pour nous en tout cas. Donc, voilà notre
puisque vous avez éliminé la transplantation. Alors, entre résection et ablation, nous, on serait plutôt vers on irait à la résection laparoscopique. Merci beaucoup. Je peux continuer? En ce qui me concerne, oui. Merci. Alors, on a gardé l'option de l'hépatectomie que vous avez mentionnée tout à l'heure. Par contre, l'hépatectomie a comme avantage d'avoir un bon contrôle des marches, avoir une histologie et pouvoir analyser la biologie et l'agressivité tumorale. Par contre, il faut avoir une fonction hépatique conservée pour pouvoir réaliser une hépatectomie. Par contre, c'est un geste qui reste quand même morbide avec une décompensation hépatocellulaire en post-opératoire jusqu'à moitié des cas. Un geste limité par la cirrhose, par l'hépatopathie sous-jacente. Si on réalise une hépatectomie, ça peut donner des difficultés techniques pour la greffe si le patient est greffé un jour. Et parfois aussi, ça présente un taux de récidive très élevé, jusqu'à 80% à 5 ans. La récidive, bien sûr, est liée à la cirrhose sous-jacente, qui est le facteur du risque de la récidive. Si on réalise une hépatectomie, quelques principes oncologiques, il faut essayer de réaliser une résection anatomique. La raison pour cette résection anatomique, avec l'augmentation en taille du nodule, ça comprime le veine sus-hépatique et le backflow tumoral va être dans le système porte qui va être contaminé de façon rétrograde. Et pour être sûr qu'on enlève le CHC avec les nodules filles qui sont possibles dans le territoire, il faut enlever la région du foie qui est drainée, qui est assurée par le segment portal, une résection anatomique. Par contre, si on ne peut pas réaliser une résection anatomique, il faut avoir des bonnes marges de 2 cm. Il ne faut pas réaliser un curage ganglionnaire systématique, étant donné le faible risque d'envahissement ganglionnaire local, moins de 5%. Il y a un grand intérêt de réaliser une chirurgie laparoscopique pour un carcinome hépatocellulaire sur cirrhose parce que les patients décompensent moins en post-opératoire, moins de décompensation hépatocellulaire et aussi c'est un geste qui est moins morbide. Suite à la conférence du consensus de chirurgie laparoscopique de Morioka en 2014, le score d'IWAT a été proposé qui réalise le grading de la difficulté de chirurgie laparoscopique de résection hépatique. Ça prend en compte la localisation tumorale, la taille, la proximité vasculaire, le type de résection et le parenchyme hépatique sous-jacent. Alors, pour notre tumeur, il s'agit d'une tumeur du segment 7-8, alors ça fait 5 points, tumeur de moins de 3 cm, 0 points, pas de proximité vasculaire, 0 points, Child-A, 0 points, hybride, bon, ce n'est pas une procédure hybride, essentiellement, 0 points. Par contre, si on veut réaliser une résection anatomique, on rajoute les 3 points, alors ça nous donne 8 points. Ça va nous faire une résection avancée, alors c'est une résection difficile. Et dans ce cas-là, on décide d'opter pour une procédure d'ablation. La procédure d'ablation la plus utilisée, bien sûr, c'est la radiofréquence, qui est moins morbide, même si bien sûr dans le contexte d'hépatopathie sévère, moins d'adhérence, il y a un projet du greffe, ça épargne le parenchyme qui est déjà malade, et on peut traiter des lésions multifocales plus facilement. Par contre, limiter aux lésions moins de 3 cm pour pouvoir réaliser une ablation optimale. Le risque de dissémination, même s'il est faible, il est toujours là. On n'a pas un bon contrôle des marches qu'on peut réaliser avec une hépatectomie. Une diffusion de la chaleur, étant donné la proximité de vaisseaux possible, un taux de récidive élevé, aussi 80% en 5 ans, toujours lié à l'hépatopathie sous-jacente. Et bien sûr, la présence de quelques contre-indications, la proximité biliaire, l'inflammation biliodigestive, et c'est une technique moins adaptée pour les tumeurs subcapsulaires. La pratique du service de la Croix-Rouge, c'est d'utiliser la radiofréquence multibipolaire. Qu'est-ce que c'est le principe de la radiofréquence multibipolaire par rapport à la radiofréquence monopolaire? Les aiguilles sont placées autour de la tumeur, jamais en contact, en utilisant les principes oncologiques no touch. Et la destruction se fait de façon centripète
est plus homogène de cette façon par rapport à la radiofréquence monopolaire. L'étude du service qui compare la résection à la radiofréquence multibipolaire pour les CAC intermédiaires entre 2 et 5 cm, qui a montré une moindre morbidité pour la radiofréquence par rapport à la résection. Par contre, un taux de récidive qui est plus élevé pour la radiofréquence. Par contre, la survie des patients qui bénéficient soit d'une résection, soit d'une radiofréquence multibipolaire est la même. Et aussi, le taux de patients qui arrivent à avoir un traitement du type salvage, qui vont aller vers la greffe hépatique, est aussi le même. On réalise, comme je viens de mentionner, un traitement local par radiofréquence multibipolaire par voie percutanée. Et on réalise une IRM de contrôle à un mois post-radiofréquence avec un résultat optimal, une destruction totale et complète du CHC du segment 7-8. Je laisse de nouveau la parole au professeur Cherki pour ses commentaires éventuels. Merci. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, j'ai oublié le fibroscan qui n'a pas été non plus mentionné par vous. Qui pour nous a remplacé la biopsie hépatique, sauf si on fait des mesures de pression chez les patients. On n'a pas parlé tellement de l'évaluation préopératoire, qui est basée quand même en vue de la chirurgie sur une cirrhose bien compensée avec peu ou pas d'hypertension portale. Donc le fibroscan pour nous est devenu important. Voilà, donc je reviens maintenant sur la seconde partie qui est celle de la résection anatomique versus de la résection versus la destruction, l'ablation. Résection anatomique, oui. Effectivement, vous avez mentionné le papier de l'équipe de Kokudo et Makuuchi qui montre bien le concept, en fait, enfin, qui est basé sur un concept théorique qui est celui de l'extension du carcinome hépatocellulaire selon par micro-invasion vasculaire portale. C'est pas sushépatique, je ne sais pas si ça a été mentionné, je crois, mais c'est par voie portale microvasculaire et que donc il suggère de façon théorique d'enlever le territoire portal segmentaire ou sous-segmentaire. Et donc de faire une résection anatomique, pour ce qui n'est pas toujours facile à faire et qui peut nécessiter par exemple l'injection d'un colorant. Aujourd'hui, le verre d'indocyanine, soit par coloration directe ou indirecte, aide beaucoup à cela, en particulier en laparoscopie. Cependant, ça n'a pas été validé par une étude randomisée. La seule étude randomisée qui a été faite, vous l'avez mentionné, avec la marge de 2 cm, est celle qui a montré, une étude chinoise, qui a montré que lorsqu'on avait une marge supérieure à 2 cm dans le carcinome hépatocellulaire, on avait des meilleurs résultats que lorsque la marge était inférieure à 2 cm. Ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il faudra une exérèse large avec du parenchyme autour. Et ce qui a été montré aussi par les Japonais, c'est que pour les tumeurs de moins de 2 cm, la résection anatomique devient intéressante à partir de 2 ou 3 cm. Un dernier point qui est réel aussi quand on voit avec les Japonais, c'est que les résections anatomiques, c'est surtout pour les tumeurs qui ne sont pas sous-capsulaires, où là, c'est le meilleur moyen d'avoir une résection complète de la tumeur avec des marges R0 et effectivement anatomique. Pour une tumeur sous-capsulaire comme celle-là, on peut tout à fait faire une exérèse large. En plus, c'est la jonction des segments 7 et 8. C'est plutôt du 8 d'ailleurs. Et donc, en pratique, je ne suis pas certain qu'il faille faire une hépatectomie réellement anatomique pour cette tumeur sous-capsulaire et qu'on peut faire une exérèse avec des marges larges de plus de 2 cm, ce qui fait plutôt un score IWT à 5 qu'à 8 selon moi. Ça, c'est le premier point. Donc, pour moi, je pense que cette hépatectomie, je la mettrais dans une difficulté un peu moins importante que celle qui a été mentionnée. Voilà. Bon, elle ne fait pas partie des segments faciles de Célio qui sont effectivement les segments 2, 3, 4, 5 et 8. 4B. Voilà, donc la résection me paraît tout à fait réalisable. Le second nodule, je ne sais pas ce que vous en avez fait, mais on aurait eu tendance à le resséquer dans le même temps. Celui-là était facile, il était petit. Facile à la réserve près que ce n'est pas du tout certain qu'on aurait été capable au sein de la cirrhose de le différencier des nodules cirrhotiques. Voilà. Deuxième point, l'ablation. Alors nous, on ne fait pas l'ablation, la radiofréquence multibipolaire. Et je crois que lorsqu'il y a une tumeur, je suis sûr, lorsqu'il y a une tumeur sous-capsulaire et qu'on fait une radiofréquence monopolaire, le risque de dissémination n'est pas faible, mais il est élevé. Et par contre, la radiofréquence multibipolaire, qui est pratiquée par vous et qui a été popularisée au moins en France, mais par Olivier Serror,
est une méthode très intéressante puisqu'elle ne pique pas la tumeur, mais il faut mettre plusieurs aiguilles, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Moi, ce que je constate simplement, c'est qu'il y a très peu d'équipes dans le monde et de papiers qui rapportent cette technique, et la plupart même des radiologues interventionnels très habiles peu l'utilisent. Donc, bravo pour utiliser ça. Je pense que quand on voit le résultat de votre traitement, il est sans doute équivalent à une résection avec une marge d'environ 2 cm. Je n'ai pas pu mesurer précisément. Donc, voilà. Donc, je dirais que soit la radiofréquence multibipolaire, oui. Sinon, si cette méthode n'est pas disponible, je persiste sur la résection. Voilà. Je n'ai pas mentionné l'avantage qui a été illustré dans le papier de service, justement pour la radiofréquence multibipolaire dans le traitement des traitements subcapsulaires. Oui, bien sûr. Mais, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas pour les… Alors, pour nous, si vous voulez, c'est simple. Pour nous, c'est sous-capsulaire, c'est chirurgie, parce qu'elle est facile et qu'il n'y a pas de risque de dissémination, et puis on a les autres avantages. Et les tumeurs profondes, soit on les résèque, mais là, on rentre dans les… Si c'est une tumeur profonde, on rentre dans les exérèses complexes. Et si elle fait moins de 3 cm, à ce moment-là, on fera une radiofréquence monopolaire ou une micro-onde. Merci. Pour ce patient, après la radiofréquence multibipolaire, on décide de faire une surveillance tout à fait classique tous les 3 mois avec une IRM hépatique et dosage d'alpha-fétoprotéines. Un an après la radiofréquence multibipolaire, on constate une récidive multifocale du CHC avec une lésion subcapsulaire au niveau du segment 8 de 22 mm et une lésion du segment 3 du 15 mm. L'alpha-féto reste toujours à 5 dans la limite de la normale et le score alpha toujours à 0. L'IRM avec la phase artérielle montre le nodule du segment 8 et celui du segment 3. Et la phase veineuse tardive qui met à l'évidence le washout du nodule du segment 8 et celui du segment 3 avec une couronne qui prend le contraste. Je reviens sur les images. Le nodule du segment 8 qui est hyper artérialisé et avec un washout sur la phase veineuse tardive, et le nodule du segment 3 hyper artérialisé, un washout avec une couronne tout à fait typique d'un CHC. Alors pour ce patient, on a décidé maintenant à la récidive de l'inscrire sur la liste d'attente en utilisant la composante récidive CHC-TNM2. Alors il s'agit d'un nodule unique qui a été traité de visée curative, soit par radiofréquence, soit par chirurgie. Et si la date du récidive entre le traitement curatif et la récidive est supérieure à 6 mois, on peut procéder à inscrire ce patient en utilisant cette composante en lui donnant 650 points en 6 mois, en prenant en compte la date de la récidive et pas la date de l'inscription. Pardon. Pour ce patient, par exemple, on le traite de façon curative, mais il ne récidive pas. On a tout à fait l'option de l'inscrire sur la liste d'attente du greffe, sauf qu'il a bénéficié d'un traitement curatif, pas de tumeur résiduelle. Alors, il va avoir des points MELD, des points de gravité, avec le point du cirrhose classique, sans avoir des points d'ancienneté. Alors, ce n'est pas avantageux de l'inscrire, sauf s'il récidive. C'est à moi? Oui. Très bien. Très bien. Bon, c'est l'histoire naturelle du carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire qu'il récidive. Et alors, il y a des récidives locales et des récidives à distance. Là, les récidives locales sont assez précoces en général. Et je reviens sur la radiofréquence unipolaire. Il y a plus de récidives indiscutablement. Et vous aussi, vous aviez plus de récidives, avec une survie sans récidive qui était un peu moins bonne que la résection, mais une survie globale qui était identique. Sans doute grâce au traitement de sauvetage. Toujours est-il que votre traitement était très efficace puisque la tumeur initiale n'a pas récidivé. Par contre, le petit nodule, l'IRAD3, là, il est devenu un CHC. Oui. Donc ça, on l'a vu faire. Et puis, il y a un autre CHC à distance. Donc, on a vu évoluer un nodule dysplasique ou un nodule qui était déjà un petit CHC et apparaître un autre nodule à distance.
Moi, je crois que ça valide votre prise en charge initiale parce que résection ou radiofréquence, eh bien, les nodules surviennent dans un autre, c'est un nodule à distance, et donc finalement, vous avez évité une intervention. Je continue de penser que la majorité des gens, il faut faire attention à ne pas véhiculer le message de traiter par radiofréquence et CHC sous-capsulaire, parce que à part vous et peu de gens, ce n'est pas des multipolaires. Et moi, j'ai vu personnellement des catastrophes chez des malades parfaitement transplantables qui avaient un envahissement diaphragmatique ou péritonéal, voire ou de la paroi intercostale, sur des radiofréquences qui ont été faites comme ça, avant d'envoyer les patients à la greffe. Donc, restons prudents sur ce point-là. Mais encore une fois, très bon traitement. Voilà. Et puis, sinon, effectivement, dans le temps, ce que faisaient certains, c'est qu'ils inscrivaient le malade avant de le resséquer ou de le radiofréquencer, et ils utilisaient la résection ou la radiofréquence comme un traitement d'attente. Et le malade, comme le CHC prend ses points avec le temps, contrairement aux cirrhoses sans carcinome hépatocellulaire, eh bien, il finissait par arriver en tête de liste. Mais ça gonflait les listes artificiellement parce que les malades qui ne récidivaient pas, ben, ils restaient inscrits pour rien en contre-indication temporaire. Et je pense que l'initiative qui a été prise de favoriser les traitements à visée curative, résection ou ablation, avec le. Peut-être vous pouvez revenir une diapo en arrière si vous voulez bien. Voilà, ça c'est un travail qui a été fait à l'Agence de médecine. On y a tous participé. Karim, je crois aussi. Enfin, on y est, c'est avec Christophe Duvoux qui était à l'origine du score AFP. Et on voit qu'effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'inscrire les malades à l'avance, on leur fait leur traitement à visée curative, et puis s'ils récidivent plus de 6 mois, parce qu'il faut que ce ne soit pas une récidive immédiate, sinon c'est un mauvais traitement, eh bien, ils ont accès aux 650 points en 6 mois et plus en 2 ans. Donc ça, c'est un avantage qu'on utilise régulièrement. Et s'il n'y a pas de récidive, il n'y a aucune raison de l'inscrire, sauf s'il y a une décompensation de la cirrhose. À ce moment-là, il passe au MELD, et c'est autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui permet, qui à mon avis est une très bonne initiative, et je trouve que ça fonctionne très bien. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres transplanteurs qui sont dans le panel, mais nous, on utilise cette méthode aussi bien avec la résection qu'avec la radiofréquence, et ça permet de greffer les patients. En salvage. Merci. Moi, je continue. On réalise le bilan pré-greffe, on réalise le FDG PET, qui met en évidence un foie hypermétabolique au niveau de la lésion du segment 3, pas de lésion à distance. Par contre, la lésion du segment 8 n'a pas d'hypersignal au PET. On décide de réaliser la biopsie de la lésion du segment 3 et tourner le caractère agressif. Et l'ANAPAT met en évidence un CAC qui est assez agressif, grade 3 selon Edmondson. Par contre, alors on est arrivé ici, on décide du patient inscrit sur liste, il a ses 650 points. Et par contre, est-ce que ça va être suffisant pour que le malade soit greffé dans les mois qui viennent? Bon, je répète, dans le contexte du pénurie, ce n'est pas du tout sûr. Et pendant tout ce temps-là, on a une croissance tumorale. Et avec le temps, potentiellement, la tumeur devient non transplantable. Avec la progression tumorale, un risque de drop-out entre 2 et 4% par mois. Et bien sûr, on perd le bénéfice de la greffe. Et on décide de faire un traitement d'attente, soit une résection, soit une ablation. Dans notre cas, ça va être de nouveau une radiofréquence multibipolaire. On réalise le traitement du lésion en attente de la greffe, une radiofréquence percutanée avec acide artificiel. L'acide artificiel, c'était surtout pour la lésion du dôme au niveau du segment 8. Les radiologues instillent 2 litres du sérum physiologique dans la cavité péritonéale, ce qui permet le décollement du dôme hépatique par rapport au diaphragme et le positionnement optimal des aiguilles de radiofréquence. La résonance magnétique du contrôle, un mois post la radiofréquence, a mentionné que les 2 tumeurs ont été traitées sur la même séance. Un résultat optimal, sans tumeur résiduelle au niveau de l'ancienne tumeur au segment 8, et un bon résultat au niveau de la destruction locale du segment 3.
Oui. Bon, d'abord, ils sont très bons, vos radiologues interventionnels. Hein. Bravo. Et ils vous laissent des malades à resséquer ou pas? Euh, Donc, je ne suis pas certain qu'on aurait fait la biopsie du nodule du segment 3, parce qu'il est l'IRAD 5, c'est un CHC évident. Premièrement. Deuxièmement, il est effectivement positif au FDG, donc ce qui sous-entend un caractère relativement agressif. Il n'y a pas eu de PET scan à la colline, je crois, mais le FDG, effectivement, les CHC ne sont pas hypermétaboliques. Les CHC bien différenciés ne sont pas hypermétaboliques en FDG, ils le sont à la colline. Et le caractère hypermétabolique est effectivement évocateur d'un carcinome hépatocellulaire agressif. Donc, je pense que la biopsie n'a fait que confirmer cela. Et puis, la biopsie, c'est une ponction à l'aiguille d'un carcinome hépatocellulaire qu'on va transplanter, pas forcément indispensable. L'acide artificiel, c'était pour le décoller du diaphragme, si j'ai bien compris. Oui. Pour le premier nodule qui était gros, là, vous n'avez pas ressenti le besoin de le faire parce qu'il était aussi. Non, c'était plus facile pour eux de toute façon. Bien, très bien. Et donc, voilà. Alors, la dernière chose que vous n'avez pas mentionnée, alors les résections, nous, on fait très peu. Quand on fait les résections qu'on fait, ce sont des résections à visée curative. Les rares résections en attente, c'est des tumeurs sous-capsulaires pour lesquelles on a un risque de rupture, ou en tout cas des tumeurs très exophytiques. Sinon, on fait soit effectivement de la radiofréquence, soit de la chimio-embolisation. Et la chimio-embolisation donne une destruction complète dans la moitié des cas. Alors, ce n'est pas un traitement dit à visée curative, mais c'est un traitement qui permet d'attendre la greffe. Donc, effectivement, je pense que dans cette lésion, alors là, en l'occurrence, la tumeur n'était pas sous-capsulaire, elle était profonde, et on aurait pu faire une radiofréquence monopolaire ou une chimio-embolisation. On a plus une culture de chimio-embolisation. Voilà. On aurait traité les deux par chimio-embolisation. Je reviens sur le PET colline. L'examen a été demandé, mais on ne l'a pas eu avant la greffe. Mais Oui, l'examen était bon, il est greffé alors. Il est greffé. Oui, mais on ne l'a pas eu, mais c'était demandé. C'était C'est partie de son projet. C'est juste pour être complet. Hein, nous aussi, on a du mal à avoir les deux. Hein. Alors, le malade est finalement greffé. On réalise la transplantation hépatique presque 19 mois après le diagnostic initial du CHC unique et 7 mois après le diagnostic de la récidive. L'examen pathologique du foie explanté, on retrouve la cirrhose mixte cirrhose dysmétabolique avec des plages nécrotiques sans résidus tumoral sur les 3 anciennes zones de radiofréquence. Par contre, on retrouve un CHC débutant du segment 1, du grade 1, voire 2 selon Edmondson, sans embole vasculaire ou nerveux. En ce qui concerne la surveillance, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de consensus pour surveiller les patients qui sont greffés pour un carcinome hépatocellulaire. Dans notre centre, on réalise un scanner thoraco-abdominopelvien plus un dosage d'alpha-féto tous les 3 à 6 mois pendant les premières 3 années après la greffe, puis une fois par an. Et pour notre patient, il n'y a pas de récidive sur le dernier bilan 2 ans après la transplantation hépatique. Pour conclure, en fait, le traitement du carcinome hépatocellulaire devient actuellement très, très complexe et chaque étape thérapeutique doit être validée d'un comité RCP pour comprendre des experts pour la prise en charge de cette pathologie. Il n'y a pas un gold standard de stratégie thérapeutique, mais quand on réalise chaque étape pour la prise en charge du carcinome hépatocellulaire, il faut toujours garder la greffe en tête, qui doit être le but ultime pour traiter ces patients qui présentent un carcinome hépatocellulaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Michael, tu veux? Non, merci à tous les deux, merci à Daniel. Juste la dernière diapo pour faire la publicité du prochain congrès de l'EHPBA 2021, donc, qui a lieu à Bilbao, mais qui est totalement virtuel malheureusement, j'espère pour la dernière fois.
Et donc, les inscriptions sont ouvertes et les abstracts aussi, je crois. Voilà. Donc, Fabrice, je te laisse. Je voudrais juste rajouter un petit commentaire sur le patient, si c'est possible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on dit tous que la transplantation hépatique est le traitement idéal du carcinome hépatocellulaire sur cirrhose. Il faut savoir que d'Ajax cirrhose est un abus de langage parce que beaucoup de malades en fait, sont F3, voire même F2 au moment de la greffe. Et c'est le premier point. Le second point, c'est que lorsque la cirrhose est effectivement installée et que le malade est bien F4, là, la transplantation effectivement fait mieux. Mais la transplantation fait mieux, mais c'est théorique parce que le risque, la durée d'attente de 2 ans que vous avez montré ne permet pas de greffer les. En tout cas, c'est variable d'une région à l'autre. Mais effectivement, en région Île-de-France, je ne sais pas comment c'est dans vos régions, c'est autour de 2 ans d'attente pour un carcinome hépatocellulaire avec un MELD à 6 ou 8. Donc, ce que vous avez fait a permis d'amener le malade à la greffe dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que vous l'avez traité de façon mini-invasive avec une grande efficacité, la récidive était limitée, vous l'avez traité et il a pu atteindre la transplantation. On aurait pu imaginer aussi de l'inscrire d'emblée parce qu'il avait quand même 2 nodules. Et de le traiter de la même façon, et il aurait été greffé peut-être un tout petit peu plus tôt. Je pense qu'en tout cas, il n'y a rien à dire. Maintenant, je pense que effectivement, l'évaluation du foie non tumoral, l'absence d'hypertension portale, le fibroscan, s'il montre une cirrhose une hépatopathie moins importante, tous les malades ne vont pas à la greffe. Et des malades qui ont une hépatite C traitée ou une hépatite, qui sont ou un virus B contrôlé ou arrêté de boire et qui ont une résection du carcinome hépatocellulaire, il y en a 25 à 30% qui vivent plus de 5 ans sans récidive si on a supprimé. Donc, si on greffait tous les CHC, d'abord, on n'aurait pas assez de greffons pour les greffer. Il faudrait faire 1000 greffes par an du CHC, alors qu'on fait 1500 greffes en France. Et deuxièmement, on grefferait des malades abusivement. Donc, je crois que le premier traitement à visée curative est tout à fait indiqué, à la fois en économie de greffons et pour le malade lui-même, pour éviter la sortie de liste et l'amener à la greffe, mais parfois aussi pour lui éviter une greffe qu'il pourrait ne pas avoir. Voilà. Donc, je conclurai là-dessus et je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci beaucoup. Alors, j'ai aucune question sur le chat. Il faut dire que c'était très complet. Et puis, Daniel Cherki a vraiment renforcé et a posé, enfin, a mis toutes les réserves, et notamment celles que je partage sur la thermoablation multipolaire pour les sous-capsulaires. Karim, tu veux peut-être faire un commentaire ? Oui, merci Fabrice. Merci à Serban, à l'équipe de Lyon, et merci à Daniel pour ces commentaires vraiment de très grande qualité. Et ils nous ont montré qu'ils avaient conduit finalement avec beaucoup d'intelligence ce malade pas à pas vers son greffon. Je reste attaché à l'idée que, comme vous d'ailleurs, que la greffe est le meilleur traitement du petit carcinome hépatocellulaire sur cirrhose, et que les attitudes thérapeutiques que nous avons adoptées ne sont que des déviations pour s'adapter à la pénurie des greffons. Alors finalement, une autre façon de gérer le problème serait de se dire, mais puisque c'est la pénurie de greffons qui nous amène à imaginer tous ces stratagèmes qui sont efficaces, on l'a vu, mais enfin, de temps en temps, ça ne marche pas. Plutôt que de faire ça, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des greffons, en tout cas de trouver des solutions pour greffer plus rapidement? Il se trouve, j'en parle là parce qu'il y a peut-être parmi les auditeurs des gens qui ne savent pas, que c'est aussi une voie de développement de la transplantation hépatique pour petits CHC sur cirrhose. Quand je dis petit, je dis c'est dans les critères alpha-fétoprotéines. Et alors là, il y a 2 possibilités. Il y a le donneur vivant, qui est une modalité thérapeutique qui est très appliquée dans les pays d'Asie, remarquablement efficace, qu'on a abandonné en France. Alors, pas de jugement, mais ça reste une alternative à la transplantation hépatique à donneur cadavérique. Et dans la situation de ce malade, je ne me serais pas privé d'interroger l'entourage familial, parce qu'on peut avoir la bonne surprise
d'avoir dans l'entourage immédiat, chez l'épouse, dans ce cas-là, les enfants, les collatéraux, la possibilité de trouver un donneur vivant apparenté. Et puis l'autre possibilité, c'est d'utiliser des demi-greffons. Pas les demi-greffons droits, parce que ça, évidemment, ils sont aussi rares que les foies entiers, parce qu'il faut qu'ils soient de bonne qualité, mais les demi-greffons gauche. Et la communauté des transplanteurs hépatiques en France est aujourd'hui en train de travailler à développer une nouvelle modalité thérapeutique qui consisterait à greffer des petits greffons auxiliaires, les faire grossir à côté du foie natif tumoral ou traité, et puis ensuite de les autonomiser en enlevant le foie natif définitivement. Dans cette observation précisément, je pense que ça aurait été intéressant d'envisager cette alternative, faire une hépatectomie gauche, greffer un demi-foie à gauche, pendant la greffe, traiter par radiofréquence la petite lésion du segment 8 supplémentaire, voire les 2 lésions du foie droit, attendre la croissance du foie gauche et finalement enlever l'hémifoie droit. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est ça qu'il fallait faire, pas du tout, mais c'est pour nos auditeurs, pour leur dire que finalement, gérer le problème de la transplantation hépatique pour petits carcinomes hépatocellulaires sur cirrhose nous a amené à être extrêmement imaginatifs, la communauté des chirurgiens hépatobiliaires. On a beaucoup travaillé pour essayer de contourner le problème de la pénurie des greffons en prolongeant le malade pendant la phase d'attente, et on travaille aujourd'hui à trouver des solutions alternatives à la pénurie de greffons en imaginant, donc vous l'avez compris, des techniques un petit peu sophistiquées mais qui ont leur place sans aucun doute dans le décor. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci encore en tout cas à Serban, remarquable observation, et merci à Daniel, comme toujours, avec des commentaires extrêmement pertinents. Alors, juste, on avait une question, mais je trouve intéressant la remarque de Karim parce que j'ai le sentiment que c'est un peu les deux philosophies entre ce que vous a dit Daniel et ce que tu dis. C'est-à-dire que jouer sur tout ce que l'on peut faire avant, parce qu'effectivement, il y a la pénurie, mais il y a effectivement 30% des malades qui ne vont pas récidiver, ou aller directement trouver tous les moyens pour amener le maximum de gens à la greffe. Et j'ai le sentiment que dans cette pathologie, c'est un peu deux philosophies, deux points de vue. Je ne sais pas si Daniel, vous voulez rebondir. Vous avez le micro, on ne vous entend pas, vous avez le micro. Je n'ai pas évoqué ces deux possibilités, mais je suis d'accord avec Karim. Je n'ai pas évoqué le donneur vivant et la technique dite rapide là, de greffe de lobe gauche, mais donneur vivant, on en fait. Et d'ailleurs, depuis 1 an, on a une augmentation. Depuis le début de l'année, on en a fait 3, donc 2 pour CHC, parce qu'il y a moins de donneurs et il y a des personnes, des familles qui se présentent effectivement, et on les informe de cette possibilité. D'autant qu'on fait les prélèvements par voie laparoscopique et que pour le donneur, c'est un avantage. Mais ça, c'est le premier point. Mais ça n'a rien à voir avec l'Asie où c'est vraiment une industrie, le donneur vivant. Voilà. Concernant la deuxième méthode, elle est en cours d'évaluation. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de résultats. Karim, je partage ton enthousiasme, mais on verra bien parce que ce n'est pas hyper simple, hein, le rapide. Mais je ne suis pas, par contre, ce n'est pas deux philosophies, c'est que je pense qu'il faut affiner un petit peu le terme cirrhose. Vous voyez, le terme CHC sur cirrhose, c'est devenu un terme générique, et tous ceux qui transplantent savent qu'on transplante des CHC sur des foies qui ne sont pas forcément cirrhotiques, qui sont F3 voire F2, et que là, la situation est différente. Si un CHC sur cirrhose, a fortiori bifocale, pour moi, à partir du moment où il y a plus d'un CHC, c'est la greffe. Si c'est un CHC solitaire, eh bien, je vais faire un fibroscan, éventuellement une biopsie hépatique, mesure de pression. Et s'il n'y a pas d'hypertension portale, pas de cirrhose, s'il est F2, F3, eh bien, on va le resséquer. Et c'est là qu'il y a les 30% de malades qui ne récidivent pas. Les CHC sur cirrhose, ils récidivent tous, je pense. Donc là, je pense qu'on n'est pas loin on est tout à fait d'accord en réalité sur ça. Moi, il m'est arrivé d'avoir arrivé à la greffe des malades avec des foies qu'on a greffé pour CHC avec des foies qui étaient peu pathologiques. Je pense que vous avez vu la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui doit plus arriver, je pense. Très bien. Très bien. J'ai une question sur le chat d'Emmanuel Feli qui demande si lors de votre première thermoablation, au tout début de l'histoire, est-ce qu'une biopsie et d'avoir de l'histologie aurait pu faire changer votre
votre prise en charge vers un bridge plutôt qu'une salvage? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez pu, en fonction de la biologie de la tumeur sur l'histologie d'une biopsie, plutôt proposer ce patient plutôt à la transplantation plutôt que d'attendre qu'il récidive? Vous parlez de l'histologie de la tumeur? Exactement. Au tout début, est-ce qu'une biopsie aurait pu vous faire changer d'avis en fonction de la caractérisation histologique? Une biopsie de la tumeur, comme le professeur Cherki a dit tout à l'heure, ce n'est pas un jet sans risque. C'était quand même une tumeur subcapsulaire. Alors, faire une biopsie, on aurait contaminé la paroi, pour avoir une récidive locale, on aurait pu péjorer tout à fait le pronostic du malade. Et on était au début de l'histoire, on avait d'autres options curatives quand même. Je pense qu'on avait tous les éléments pour pouvoir choisir la stratégie qu'on a choisie sans avoir des éléments supplémentaires. Et alors, je pousse un peu parce que j'imagine la philosophie de la question. Vous n'avez pas pensé à faire justement la résection par célioscopie pour avoir, vous savez, les critères pronostiques, puisqu'il y avait eu quand même pas mal de papiers qui défendaient après la résection, s'il y avait, je crois, deux critères de mauvais pronostic, on pouvait inscrire les malades sur liste d'attente. Sauf que quand il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de points. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bonne question. Et donc, le truc est pour ça, c'est un peu théorique. Le coup de la biopsie, c'est une bonne question, hein, parce que elle aurait pu être remplacée par le PET scan. Vous l'avez fait à la récidive, vous auriez pu le faire au premier coup. Et effectivement, le PET scan, je pense que le PET scan va jouer un rôle de plus en plus important dans l'évaluation de ces patients. Le deuxième point, la biopsie, c'est Beaujon qui milite beaucoup pour biopsier toutes les tumeurs en préopératoire. Alors, il se débrouille pour les biopsier, pas directement pour les lésions sous-capsulaires, pour passer par les... Mais nous, on ne biopsie pas. On pense qu'il y a... Là, c'était un CHC certain. Le malade a une cirrhose. Il y a une tumeur de plus de 2 cm avec tous les critères. Voilà. Effectivement, on peut faire le PET scan. L'alpha-fétoprotéine était normale, ce qui évoquait plutôt une lésion pas très agressive. Avec un PET scan en plus, s'il était FDG-, colline plus, on a pratiquement tout. Alors, peut-être qu'on a tort. Il y a la biopsie liquide aussi, la recherche de cellules tumorales circulantes, etc. Nous, on ne l'aurait pas biopsié, mais Beaujon l'aurait biopsié. Donc, qu'est-ce que vous faites à Rennes et à Toulouse? Nous, on essaie de biopsier le moins possible. Oui, ben nous aussi. Et Karim? Pardon. Devant ces critères radiologiques, on n'aurait pas biopsié, là, certitude diagnostique. Ouais. Donc, tous les membres présents sont d'accord. Mais. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions. Michael, tu voulais peut-être faire un petit mot de synthèse sur ce dossier ou... Non, juste dire que oui, peut-être ce dernier débat finalement n'est pas tranché parce que, comme l'a dit Daniel, si on enlève la tumeur, bon, d'abord, on opère le patient, donc on est quand même plus invasif que la radiofréquence. Et puis après, il n'y a plus de tumeur, donc il va être mis sur liste éventuellement sans point particulier. Et donc, au bout du compte, il n'aurait probablement pas été greffé plus rapidement. Donc, c'est toujours une question qui reste en suspens. Et dans la littérature, il n'y a quand même pas des éléments très tangibles qui nous permettent toujours de trancher entre salvage ou bridge. Ça reste toujours quand même un problème. Non, mais écoutez, je crois que le plus important, le message qu'on voulait faire passer, c'est ce qui est traduit par la dernière diapositive, c'est que maintenant, le traitement du CHC est devenu quelque chose de complexe avec différentes options et qu'il faut savoir justement utiliser ces différentes options, toujours repasser les dossiers en RCP avec les différentes spécialités pour réussir à emmener ces patients jusqu'à la transplantation. Oui, Daniel. C'est une question. Moi, j'étais impressionné par vos radiofréquences, les images que vous avez montrées. Comment tu expliques que ça ne se diffuse pas, cette méthode? Personne ne le fait, à part Serror et vous, personne.
Voilà, je parle franchement. Voilà. Non, Donc, bah, je ne l'explique pas parce que finalement, parce nos que, radiologues. non, je termine, parce que ce que je vois, c'est que c'est un peu. C'est rare, il fait pratiquement des hépatectomies avec ses micros, avec ses sons. Et le problème, c'est quand même que vous mettez combien d'aiguilles? Habituellement 3. 3, d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais peut-être que ça va changer. Et finalement, dans l'équipe de radiologie de la Croix-Rouge, ce n'est pas une seule personne qui le fait. Hein. Ils sont au moins 3, voire 4. Donc, ils ont appris. Et bon, évidemment, on a le docteur Agnès Rod là, qui est extrêmement douée pour tout ça. Mais il n'y a pas que elle qui le fait. Et elle a elle forme des plus jeunes qui s'y ont mis et qui s'y sont mis et qui font ça très bien. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, mais ça, on va voir. Peut-être que c'est finalement une technique assez jeune hein, encore. Mais dans votre papier de J.E. Patol, vous aviez quand même plus de récidives dans les radiofréquences. Exactement, exactement. Mais effectivement, comme on l'a dit, grâce au traitement qu'on peut faire après et grâce à la greffe, bien entendu, la survie globale au bout du compte était la même. Moi, j'ai une question un peu ancillaire. Effectivement, il y a de plus en plus de traitements, ça devient multidisciplinaire. Il y a notamment la radiothérapie stéréotaxique. Vous en avez l'expérience parce que nous, de plus en plus, parce qu'on a un radiothérapeute à notre réunion CHC qui est là toutes les semaines, et c'est vrai qu'on s'en sert. Alors, ça fonctionne très bien. Alors, c'est les petits nodules aussi. Hein, c'est un peu concurrentiel à la thermoablation, enfin, ce que nous disent nos radiothérapeutes. Et c'est vraiment les nodules mal placés pour la radiofréquence ou le micro-ondes, hein, puisqu'on ne fait pas de multipolaire. Et avec des fonctions un peu limites pour la chimie-embolisation, et on a de très bons résultats. La greffe est un petit peu plus compliquée après, mais je ne sais pas quels sont vos retours sur la radiothérapie stéréotaxique en attente. Alors, à Lyon, ça a été beaucoup fait, défendu par Madame Mornex, de radiothérapie, et Philippe Merle, les pathologues, avec des résultats très intéressants. Bien sûr, les greffes sont plus compliquées et on a peu à peu appris à faire un pontage souvent à ortho-hépatique et une anastomose biodigestive à cause des problèmes de sténose post-radiothérapie. Mais ça reste quand même une option qui nous paraît intéressant. C'est plutôt dans les cholangiocarcinomes, ça, les problèmes hilaires. Également après radiothérapie alors ça c'était à l'époque où les champs étaient peut-être moins restreints. Je peux donner notre expérience là-dessus. Je ne sais pas ce que dira Karim aussi. Nous, on a les radiothérapeutes de Gustave Roussy viennent à notre RCP. Et effectivement, on fait ça dans les lésions qui sont inaccessibles à la radiofréquence ou qui échouent à la chimio-embolisation. Ou alors, par exemple, les malades qui sont non chimio-embolisables parce qu'ils ont un MELD élevé, par exemple, un MELD à 14-15 ou une bilirubine un peu élevée ou de l'acide, on est gêné. Donc, à ce moment-là, pour des nodules sous-capsulaires du 7 ou du 8 qui sont difficiles d'accès en ponction, on fait ça. Et donc, ils font du CyberKnife, hein, du stéréotaxique très précis. Et on n'a pas eu de difficultés chirurgicales. On en a fait un certain nombre. On envisage d'ailleurs de rapporter ça. Et c'est une bonne question, mais c'est rajouté à l'éventail indiscutablement, je trouve. À Rennes, expérience limitée, aussi ponctuelle, à chaque fois qu'on ne peut pas utiliser les autres méthodes, mais ça marche très bien, à tel point que parfois on s'interroge, savoir pourquoi est-ce que ça n'est pas proposé d'emblée, d'ailleurs, parce que pour le malade, c'est quand même plus facile à supporter qu'un tir de radiofréquence, de micro-ondes ou qu'un geste de... Je suis un petit peu surpris, Michael, parce que j'en ai greffé quelques-uns comme ça et pas de difficulté particulière, même de manière inattendue. J'étais très surpris. Je m'attendais à trouver une espèce de carcasse autour ou d'épaisseur indisséquable autour du foie. Eh bien non. Voilà. Alors, je ne parle pas de difficultés péropératoires particulières, mais de complications post-opératoires justement de sténose qui nous font craindre justement des problèmes artériels ou biliaires et d'avoir l'idée facile éventuellement de faire une biodigestive dans ces cas.
Non, mais il y a quelques années, si tu veux, c'était une option que l'on regardait avec méfiance et aujourd'hui avec beaucoup de positivité. Voilà. Quand c'est mal situé, on propose très volontiers la radiothérapie percutanée. Et l'analyse de la pièce montre des nécroses complètes. Hein. Oui, c'est très efficace. C'est ça qui est le plus bluffant. Hein. C'est vraiment. Donc, mais voilà, je crois que la radiothérapie a changé aussi. Hein. Exactement. Je pense que ce qu'ils font là aujourd'hui, c'est excellent. Effectivement, il faut en faire peut-être. Enfin, en tout cas, nous, on n'hésite pas. Mais ça reste. On reste assez. On n'a pas beaucoup parlé, mais on reste assez chimio-embolisation, peut-être trop, mais c'est facile. Il y a des spécificités locales aussi. Hein. La chimio-embolisation, ça se fait très vite, facilement, et ça marche dans la moitié des cas. On a des contrôles complets qui nous permettent d'atteindre la greffe. Exactement. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc ça fait 1 heure, un petit peu plus d'1 heure. Donc, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de s'arrêter ici, puisque le but de ce format, c'est de faire quand même un format court. Donc, je remercie tous les orateurs, l'équipe lyonnaise qui a pris en charge ce grand round, Daniel Cherki, l'expert de la soirée. Je vous rappelle que le prochain, c'est sur les traumatismes de la voie biliaire le 30 septembre. Les experts seront Laurence Chiche et le professeur Denis Castin. Donc, on vous attend nombreux. Avant cette date-là, je vous dis à notre session de l'AFC, hein, puisque le 30 août, vous savez qu'on a une session de la CHBT à l'AFC sur la gestion des complications en chirurgie hépatobiliaire. Donc, il y a la gestion de la fistule pancréatique de la fistule après pancréatectomie, après hépatectomie, l'hémorragie, l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, je vous attends nombreux, on vous attend nombreux. Et puis, on vous dit bonsoir et au 30 septembre. Au revoir, merci à tous.